Salam alaikum azulfilaoun, bonsoir. La répression aveugle du pouvoir n'épargne personne et frappe sans distinction. La population algérienne subit au quotidien toutes sortes d'intimidations, d'humiliations et de provocations intolérables. Les interpellations, les arrestations, les perquisitions, les accusations fallacieuses, la torture, les sévices dégradants sont le lot quotidien de citoyens pacifiques de toutes les catégories sociales, de tous les âges et de tous bords politiques. Notre peuple a été soumis, notamment ces derniers mois, à toutes sortes d'épreuves. Les unes plus tragiques que les autres, rien ne lui a été épargné. Manque d'oxygène dans les hôpitaux, incendies criminels, pénurie d'eau, manque de médicaments, chômage de masse, paupérisation galopante, des milliers de haragas fuyants, misère sociale, injustice, humiliation et absence d'avenir. Une réalité déniée par les médias du régime qui nous parlent d'une deuxième rentrée sociale sous la férule de Tebboune. Toutes les institutions du pays ont connu des changements. L'Algérie qui bouge, peut-on lire dans un journal proche du pouvoir. Mais de quelle Algérie nous parle-t-on? Et de quelle direction est en train de bouger? Ou là, comme on dit chez nous, avancer l'arrière. Jamais l'Algérie n'a fait face à un immobilisme égalé, immobilisme politique, économique et social. Peu à peu, l'Algérie s'asphyxie. Les Algériens ont compris qu'il n'y a désormais plus de situation acquise. Tebboune a tracé des lignes rouges. Quiconque les franchit s'expose à une sanction exemplaire. La majorité des partis confirme sa participation aux élections locales. La troisième victoire de Tebboune, peut-on lire encore une fois dans un autre média du régime. De quelle victoire nous parle-t-on? D'une situation socio-économique désastreuse qui touche toutes les couches sociales, d'une rupture actée entre gouvernants et gouvernés, crise de confiance entre pouvoir et peuple. La répression aveugle du régime n'épargne personne et frappe sans distinction. L'émigration clandestine s'est accélérée ces dernières semaines, signe de la crise profonde de la société et du ras-le-bol de la jeunesse. Le sentiment de désespoir chez le peuple algérien n'arrête pas de prendre de l'ampleur. Un sentiment qui nous laisse perplexes sur l'avenir de notre Algérie. L'espoir est dans l'intelligence collective algérienne qui doit sans cesse chercher l'union, s'organiser au plus vite, se concentrer sur l'essentiel, aller jusqu'au bout de sa voie pacifique et éviter les risques menaçants de l'insignifiant. Tant que le pouvoir restera dans la portée du peuple, la démocratie ne restera qu'une rêvasserie. Je termine avec ce proverbe.
Peu à peu, l'Algérie s'asphyxie, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Amin Mennadi, activiste politique, qui sera avec nous depuis le Canada, via Skype. Amin Mennadi, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, merci beaucoup pour l'invitation. Allah yabarak fik, alaykoum salam wa rahmatullah. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Nabila Smaïl, avocate, membre du Conseil national du FFS depuis Alger, et Hassan Al-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui sera avec nous par téléphone depuis Alger aussi, et Ali Al-Askari, ex-coordinateur du FFS, il sera avec nous aussi depuis Alger. On va commencer cette émission avec vous, Amin Mennadi. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Amin Mennadi, alors, quel constat peut-on faire de la situation en Algérie quand on voit bien sûr que la date a été fixée pour les élections locales le 27 novembre prochain. Le FFS a annoncé la couleur, donc il participera à ces élections. Quel constat peut-on faire, Amin Mennadi, surtout que les Algériens font face à une crise sociale et économique très difficile? Tout d'abord, on va parler de la date qui a été fixée. Moi, je pense qu'on est toujours encore dans le calendrier du régime qui n'a rien à voir avec la réalité du peuple algérien ou d'une bonne partie de ses élites propres et intègres. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir encore des élections qui vont donner place à des assemblées qui seront des coquilles vides, tout comme les coquilles vides que représentent les partis politiques qui ont adhéré à cette démarche du régime. On le sait très bien de toute façon que depuis des années durant, les assemblées locales ne sont que des boîtes à résonance de ce que décide le bon vouloir des walis qui sont nommés par le régime lui-même. Donc le peuple n'a même pas le pouvoir de décider localement de ce qu'il compte faire avec dans ses villes, dans ses villages, dans ses communes. Puis fixer la date pour ces élections-là, ça va pas changer grand-chose par rapport à la situation qui est vraiment explosive. Puis le terme d'asphyxie, c'est vraiment le terme qui est adéquat pour la situation actuelle, entre autres à cause du manque d'air, d'eau, d'air avec l'oxygène, de l'eau avec les coupures que vit le peuple algérien depuis maintenant des semaines et des mois. Et puis en plus de ça, les feux de forêt que finalement on veut bien nous faire croire que ce n'est ni une main intérieure qui a causé ça, ni l'incompétence des entités locales ou des entités centrales qui a fait que les feux se sont propagés aussi avec des surfaces, des superficies aussi importantes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on voit des partis politiques qui nous ont cassé la tête pendant des années durant que les élus locaux n'avaient pas de pouvoir, que les élus locaux n'avaient aucune capacité à appliquer leur propre programme, qui participent aujourd'hui. Et ça, on va revenir, c'est très important parce que l'argument du FFS, Amin Mennadi, qui a été avancé pour donc sa participation, c'est que c'est le seul espace démocratique, malgré donc ses limites et les entraves qui s'offrent aux populations. Il a dit aussi sa participation permettra à empêcher les clientèles du pouvoir et les affairistes de torpiller donc cet seul espace démocratique. Mais je pense qu'on a les déclarations de Youssef Aouchiche par rapport donc à cette participation du FFS aux prochaines élections locales. On écoute Youssef Aouchiche, après je vais revenir à vous, Amin Mennadi. سوف ندخل لهذه الانتخابات بالمقام الأول اللي قلنا بأن القرار والخيار هو خيار استراتيجي للتصدي لكل هذه الأطراف التي تريد ضرب استقرار وزعزعة الأمن القومي الوطني. فإن إذن خيار المشاركة
الحزب هو خيار استراتيجي سياسي يفرض نفسه. سبق لي وذكرت في الكلمة الافتتاحية الأسباب، بعض الأسباب التي qui nous ont poussé يعني التي ساعدتنا في اتخاذ قرار المشاركة، وسوف نعمل خلال الحملة الانتخابية لشرح معمق لكل الجزائريات والجزائريين. نحن نصبو أن نشارك في أكبر عدد ممكن من ولايات الوطن لنؤكد بتغلغل الحزب على نستطيع إقناع سكان منطقة القبائل للمشاركة في هذه الانتخابات. طبعا سوف نعمل على إقناع كل الجزائريات والجزائريين بما فيهم الجزائريين الساكنين في ولاية بجاية وولاية تيزي وزو ولاية سطيف ولاية بومرداس وبرج بوعريريج. سكان هذه الولايات هم جزائريين عندهم نفس الآمال وعندهم نفس الطموحات، ويتشاركوا في نفس الأفكار مع إخوانهم الجزائريات والجزائريين. إذا نحن أيضا متشبعين بالقيم الوطنية ما عدا بعض الأقلية القليلة التي تسعى لضرب استقرار ووحدة الوطن. إذا سوف نقوم بالحملة الشجاعة في التنديد وفي الوقوف للتصدي لكل من يريد ضرب الوحدة الوطنية، ولم ننتظر 2020 ولا 2021 باش ندلي بهذا الموقف في وقت كانت فيه السلطة تسمح بهذه التنظيمات بتنظيم مسيرات وبتنظيم أنشطة حتى داخل مؤسسات الدولة. الأفافاس كان يحذر، الأفافاس كان في الميدان وكان يقنع سكان منطقة القبائل بأن هذا المشروع يهدف إلى تقسيم الوطن. الأفافاس من مبادئه التأسيسية هي الوحدة الوطنية. Donc ça, c'était les déclarations de Youssef Aouchiche, le premier secrétaire du FFS. Rappelons donc pourquoi le FFS a choisi de participer à l'élection prochaine, l'élection locale, qui va se dérouler bien sûr le 27 novembre prochain. Amin Menadi, restez avec nous. Je pense qu'on a été rejoint par Maître Nabil Esmaïl. Je vais revenir à vous très rapidement. Maître Nabil Esmaïl, avocate, membre du Conseil national du FFS, qui est avec nous depuis Alger. Maître Nabil Esmaïl, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Maître Nabil Esmaïl, vous faites partie du parti du FFS, vous êtes membre du Conseil national. Pourquoi le parti a choisi de participer à ces élections locales, sachant que rien n'a changé en Algérie? Bon, d'abord, moi je voudrais commencer par insister sur le fait que les élections locales sont différentes des élections précédentes. C'est les élections par lesquelles le contact est établi entre l'élu et le citoyen directement. Et c'est les élections par lesquelles il y a une gestion locale directe. Et il y a une forme, en théorie, je parle en théorie, pas en pratique, il y a une forme de concrétisation de la démocratie participative. Ça, c'est en théorie. Mais en pratique, il n'est plus question de dire pourquoi le FFS participe et pourquoi il n'aurait pas participé, parce que le FFS, il a décidé de participer avec les arguments qui ont été avancés, c'est pour ne pas isoler la région, la Kabylie, ça c'est d'une, de deux, pour continuer à être aux côtés du citoyen. Et pour continuer à gérer le quotidien, à gérer les affaires du citoyen. Ça, c'est les raisons qui sont avancées. Oui. Mais en réalité, la question qui mérite d'être débattue,
D'abord, pourquoi il y a eu élection anticipée. La problématique, la véritable problématique, elle est où? On décide d'une élection anticipée alors que les assemblées ne sont pas dissoutes. Alors, le régime qui a décidé d'organiser des élections, que fait-il de la volonté du peuple qui a choisi des élus pour une période de 5 ans? Le pouvoir, d'une façon unilatérale, sans préciser le pourquoi de la chose, a décidé d'interrompre ce mandat, qui est un mandat de 5 ans, de l'amputer d'1 année et d'aller vers des élections anticipées sans raison. On ne sait pas pourquoi il a décidé d'aller vers des élections locales. Est-ce que c'est pour faire diversion, pour faire oublier la révolution? Est-ce que c'est pour faire oublier ou pour attirer le maximum de personnes dans son camp? Et ça, c'est sur le plan légal, sur le plan juridique. Sur le plan constitutionnel, il y a des institutions, le mandat n'est pas fini, et elles ne sont pas dissoutes. Quel est le statut juridique de ces élections maintenant? Quel est le statut juridique de ces assemblées? Elles sont là, les maires sont en place, les assemblées de wilaya sont en place, il y a des présidents, il y a des vice-présidents, il y a des élus, il y a des commissions qui travaillent. Pourquoi pourquoi frapper ou jeter? Pourquoi frapper dans cette fourmilière? Pourquoi créer cette situation? Donc c'est pour parachever une feuille de route, qui n'a pas lieu d'être. Parce que cette feuille de route, elle se fait en dehors de la véritable volonté. Très bien. Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, l'argument du pouvoir est très clair. Pour eux, c'est parachever donc cette feuille de route ou parachever cette nouvelle Algérie. Il y a eu des arguments qui ont été avancés comme quoi cette élection sera la dernière pierre pour ériger donc cette nouvelle Algérie. Mais pourquoi le FFS a accepté donc de participer à ces élections, sachant que le peuple est dans une autre dynamique, et dans la dynamique du Hirak, dans la dynamique du changement, sachant que vous êtes aussi avocate, Maître Nabil Esmaïl, on est en train de constater ce qui se passe en Algérie avec les arrestations, cette politique répressive. On vient juste d'apprendre que le journaliste Hassan Bourras a été incarcéré, jeté en prison aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé en Algérie pour accepter à participer aux élections? Rien n'a changé, ou bien au contraire, les choses se sont compliquées. Les choses se sont complètement empirées. Parce qu'il y a un recul dramatique sur le plan des libertés. Il y a des violations dramatiques. Vous savez, il y a un climat de terreur qui est en train de en Algérie. Il y a une crise économique qui pourrait engendrer beaucoup de problèmes. Donc maintenant que le FFS choisit de participer en estimant qu'il ne faut pas laisser cet espace à des opportunistes, et par les opportunistes, c'est par la clientèle du pouvoir, le problème c'est que cette élection ne changera rien du tout, d'autant plus que le FFS, chose qui a étonné tout le monde. Moi-même, en tant que membre du Conseil national, je suis étonnée que la décision n'ait pas été accompagnée de préalables, de conditions de participation. Parce qu'en réalité, quand on participe, au-delà de la caution qu'on pourrait donner à un pouvoir illégitime par cette participation, je pourrais me poser la question, pourquoi les préalables n'ont pas été mis avant de prononcer la participation? Et les préalables, c'est la libération des détenus. En 2002, quand le FFS avait participé aux élections de 2002 en Kabylie, avec l'Aroche qui avait interdit ces élections, il y avait des préalables. Et les préalables, c'était la libération des détenus, l'ouverture du champ politique et médiatique, la réhabilitation des journaux qui ont été fermés par le pouvoir. Donc nous sommes dans la même situation. Alors, étant dans la même situation, à partir du moment où on a décidé de participer, continuons notre rôle de parti d'opposition.
Un parti d'opposition, quand il doit participer pour sauver une région ou pour maintenir le rapport citoyen-élu, citoyen-administration, élu-administration, si je dois veiller sur ça, il faut que je monnaie cette participation. Et la monnaie de cette participation, c'est d'exiger l'ouverture du champ politique. C'est d'aller au-delà de ces élections. Parce que moi, je ne peux pas me contenter en tant que FFS, je ne peux pas me contenter d'une simple élection et d'avoir des sièges ou d'avoir des APC, et le projet politique du FFS a disparu. On ne peut pas, parce que je ne peux pas rester dans les phrases très très élargies et très très entre parenthèses, on va participer pour sauver le pays. Pas le maire de Ouadgnoul, avec tout le respect que je dois aux maires, parce que les maires, déjà, ils peinent à gérer leur localité. Comment voulez-vous qu'ils aillent contribuer à sauver le pays? Sauver le pays de quoi? Parce que la situation de laquelle il faut sauver le pays, c'est la répression, c'est les détentions arbitraires, c'est les poursuites arbitraires, et c'est la répression des libertés, c'est les restrictions dans les libertés. Et ça, le FFS n'a jamais, il n'a jamais quitté ça. Moi, j'aurais préféré participer et exiger en contrepartie l'ouverture du champ politique, la libération des détenus, comme ça même les activistes du Hirak vont être de la partie, parce qu'ils ne vont pas céder les localités, les collectivités locales. Moi, si j'avais mis le préalable, si j'avais invité ce pouvoir à aller vers quelque chose de beaucoup plus, de plus cohérent, parce qu'il y a un problème de cohérence. Le fait d'avoir boycotté les présidentielles et les législatives, tout le monde s'attendait à ce que le FFS soit cohérent avec sa position et qu'il boycotte. Donc vous pensez, Nabil Esmaïl, je vais revenir à vous parce que je dois donner la parole aussi aux autres invités. Est-ce que vous pensez que la décision de FFS n'est pas logique par rapport à la situation que vit notre pays? Elle n'est pas logique par rapport à la situation, mais elle est justifiée. Attention, parce que les mots, il faut bien les peser. Mais pourquoi justifier dans ce cas, Nabil Esmaïl? Pourquoi elle est justifiée? Ma'lish, je vais revenir sur votre réponse. Je dois donner la parole très rapidement à Amin Mennadi. Amin Mennadi, quand on voit que ces élections, peut-être qu'il y a des partis qui vont participer, mais aussi de l'autre côté, il y a une crise de confiance entre le peuple et le pouvoir. Le régime est dans une situation qui n'est pas facile. On est toujours dans cet esprit du Hirak. Est-ce que vous pensez que les partis d'opposition, dont l'FFS, leur participation peut légitimer un peu plus le pouvoir et donner encore plus de légitimité par rapport à la politique qu'on est en train de voir? Tout d'abord, je salue Maître Ismaël, que j'apprécie énormément pour tout le travail qu'elle fait, notamment avec les détenus. Mais sincèrement, je suis très très étonné du fait de dire que cette décision est légitime, parce que cette décision ne va pas légitimer les élections du pouvoir, du moins d'un point de vue de l'intérieur du pays, d'un point de vue du peuple algérien. Il sait que le pouvoir n'a aucune légitimité. Mais en termes d'image à l'international, oui, ça peut être utilisé pour donner une image d'élections libres et démocratiques. Par contre, de là à dire que le peuple va adhérer parce que le FFS a adhéré, tu as utilisé un très très bon terme il y a quelques secondes ou bien quelques minutes, c'était que le pouvoir, le pouvoir, il avait d'une certaine façon, le peuple avait perdu confiance, n'avait pas confiance en le pouvoir. Mais la réalité qu'on ne doit pas se cacher, c'est que le peuple n'a pas confiance en son élite. Pas croire que le FFS, il a la confiance du peuple non plus. C'est une réalité. Je ne parle pas que du FFS. La quasi-totalité ou la très très grande majorité des partis politiques ont perdu leur base populaire par rapport à des positions diverses. Pas seulement, il faut être honnête aussi, c'est pas seulement par rapport à des positions qui ont été favorables à des démarches du régime, mais aussi par rapport à des positions qui ont été catastrophiques dans la dynamique de la révolution populaire qui a lieu depuis 2019. Donc,
sincèrement, dans un certain point de vue, ça peut être un non-événement, le fait que des partis comme le FFS participent, parce qu'on sait que le FFS n'est plus FFS depuis longtemps. Mais par contre, ça reste quand même choquant parce que on connaît de beaux potentiels, des personnes vraiment exceptionnelles, des militants hors pair qui sont encore partis. Et c'est le plus grand, le plus vieux parti d'opposition, Amin. Oui, excusez-moi, mais moi je dirais que oui, c'est le plus vieux parti d'opposition, mais qui vieillit très très mal. Très bien. Restez avec nous, Amin Menadi, parce que je pense qu'on a avec nous Ihsan El-Qadi, M. Ihsan El-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui est avec nous depuis Alger. Ihsan El-Qadi, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci, Ihsan El-Qadi. Ihsan El-Qadi, si on revient un peu sur cette situation très difficile que vit notre pays, bien sûr, la source de ces difficultés, c'est le problème politique, c'est le blocage politique, c'est ce hirak, qui est cette révolution qui a débuté donc en 2019, et un peuple qui aspire à un changement radical du système politique. Mais malheureusement, on est en train de voir les mêmes politiques, les mêmes pratiques. Quel est votre constat de la situation, Ihsan El-Qadi? Bon, globalement, enfin, je pense malheureusement que... En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà... Il y a une partie de l'opinion qui a interpellé les journalistes qui actifs ou les élites et les figures connues du Hirak pour ne pas avoir été très visible durant l'immense crise du mois d'août, juillet-août, Covid, ensuite les incendies avec le drame du lynchage et tout ce qui s'en est suivi, les accusations, etc. Et moi, j'ai essayé de dire, enfin, personnellement, j'étais dans une phase de recueillement, je n'intervenais pas, et donc j'ai essayé d'expliquer que ces figures auxquelles on faisait la critique, elles avaient beaucoup prévenu dès 2019 que après la révolution du 22 février, il fallait tenter une transition démocratique. Et on leur a répondu, l'armée, à l'époque, à sa tête, Ahmed Salah avait répondu d'une certaine façon, on ne sort pas du cadre de la Constitution, on ne fait pas de transition, en gros, on renouvelle la façade politique du système, parce qu'en fait, c'est la façade politique, la façade civile du système qui s'était effondrée avec le régime de Bouteflika. Et l'argument, c'était le coût d'une transition démocratique, c'est un coût très risqué. C'est un coût, c'est une aventure. Montana Mamra est une des personnes qui a essayé de théoriser ça. On ne peut pas prendre ce risque parce qu'on va s'éloigner du texte constitutionnel, etc. Voilà. Et on va donc et on nous a opposé la continuité et la perpétuation de ce système en renouvelant sa façade civile avec le 12 décembre qui a amené Majid Tebboune et puis le calendrier des élections qui s'en est suivi. Qu'est-ce qu'on a vu à la fin de cet été terrible? On a vu que ce que l'opposition, ce que ces figures de Hirak à qui on a fait le reproche de ne pas avoir été très présentes durant le mois d'août, en fait, elles avaient raison de dire que le coût de la prolongation du système allait être dangereux, allait être insupportable. Et ces élites-là ont eu raison, ces figures ont eu raison de le dire, au-delà, malheureusement, au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire, on s'est retrouvé dans une situation en 2021 où les crises se sont succédées les unes aux autres. Ce sont des crises de gouvernance, des crises de l'eau, les crises de l'oxygène face au Covid. Le ministre de la Santé a dit qu'il a été surpris par sa troisième vague. Comment peut-on être surpris avec l'annonce de l'arrivée de nouveaux variants et il était évident qu'on allait se retrouver dans une nouvelle vague. Et ainsi de suite, l'absence de réponse possible face aux incendies, les Canadiens, etc. Et à chaque fois,
quasiment à chaque fois que c'était possible, le système, le régime a tenu la main pour, par exemple, d'essayer d'accuser son peuple, sa population, d'être l'origine de ce qui se passe quand les responsables des forêts de la ville de Tizi une heure après le début des départ des feux, dit que c'est des mains criminelles, alors qu'il n'y a aucun élément qui permet de le dire. Voilà, et ça a créé des réactions en cascade, et on est dans le déni de ne pas reconnaître la responsabilité de ce gouvernement, de ce régime et son incapacité à faire face à la situation. Donc on est au pire de ce qu'on a pu imaginer en disant il y a 2 ans. Très bien. Ihsan El-Qadi, parce que ce que vous êtes en train de dire, j'ai un petit passage donc, de votre intervention sur Radio M. Et je pense que c'est très important d'écouter ce que vous avez dit dans cette intervention. Et j'aimerais avoir votre avis par rapport à ces paroles que je trouve vraiment très fort aussi de sens. On vous écoute et je reviens à vous très rapidement. Le grand thème de la rentrée aujourd'hui, c'est pas le programme du gouvernement, malheureusement on en parle parce qu'on est obligé d'en parler. C'est le déferlement de volonté de départ. C'est la catastrophe. Moi, j'ai le moral dans les chaussettes parce que quand je discute avec plein de gens qui étaient complètement insérés en Algérie, etc., les ناس de communisme, غير على VFS. وقت شي حل le Canada, c'est un déferlement. C'est-à-dire qu'on a vu les images de Kaboul avec les Hercules, avec des centaines d'Afghans dans l'avion pour partir. Aujourd'hui, on est dans le même scénario, mais on ne le voit pas parce que ça passe par d'autres voies. On ne voit pas le boat et on ne voit pas les avions des gens qui partent comme des touristes, mais qui ne vont pas revenir. Le grand désespoir que Tebboune et Chinguiriha ont créé pendant ces 2 années, c'est-à-dire que la grande espérance du Hirak de 2019, aujourd'hui, elle est en train de se transformer en désespoir complet, y compris pour les Algériens qui étaient les plus impliqués. T'as le Hirak, bon, on a vu pour Brahim L'Alami qui était une figure, etc. C'est ça qu'il faut retenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque part, vous voyez, je ne sais pas, un indice qui peut renverser cette tendance? Moi, j'aimerais bien voir cela. Ihsan El-Qadi, des mots très très forts. Vous avez parlé donc de déferlement de volonté de départ, mais aussi donner l'exemple de ce qui se passe, ce qui s'est passé en Afghanistan. On a vu donc ces images très frappantes du peuple afghan qui s'accrochait donc aux avions donc pour quitter l'Afghanistan. Comment vous avez la contre-révolution, la contre-révolution a produit le même effet. Il n'est pas spectaculaire parce qu'on ne le voit pas dans les mêmes images, mais moi je le vois autour de moi. C'est terrible à dire, mais ça a provoqué un immense désespoir parce qu'il y avait une immense espérance. Ça a provoqué un immense désespoir et des dizaines de milliers d'Algériens dans tous les secteurs, dans tous les métiers, des jeunes, des moins jeunes, des pères de famille, des gens qui ont fait leur vie ici, des retraités, aujourd'hui se projettent pour aller à l'étranger. C'est la pire des défaites à laquelle on pouvait arriver. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'a gagné. Les gens insistent sur l'échec du Hirak. Mais le pouvoir n'a pas gagné. Le pouvoir n'a pas gagné. Le pouvoir n'a rien restauré, n'a rien reconstruit. Sa façade civile n'a pas réussi à créer le minimum de légitimité qui lui aurait permis de faire face. J'ai décrit un peu le tableau de l'été. Il y a une succession d'élections, personne ne participe aux élections. Il va y avoir les élections le 27 novembre, c'est un non-événement en Algérie. Et c'est un vrai non-événement, c'est une échéance sur laquelle les Algériens ne parlent même pas. Pourquoi c'est un non-événement, Ihsan El-Qadi, quand on voit par exemple, je vais revenir donc sur la participation du FFS, donc qui a donc acté sa participation dans ces élections. Pourquoi c'est un non-événement pour vous? C'est un non-événement. Il faut bien comprendre l'édifice du pouvoir. Il y a eu une résistance populaire pour que tous les défis soient rediscutés. Et pour commencer par une transition, pour changer la Constitution, ensuite reconstruire des institutions à partir d'une nouvelle Constitution qui soit une Constitution distributive du pouvoir, respectueuse du droit, qui réduise notamment les pouvoirs exorbitants de la fonction présidentielle. Bien.
L'armée a imposé le 12 décembre et on a commencé par la case présidentielle. Il s'est dit à ce moment-là, on s'est dit peut-être qu'ils vont être intelligents. Bon, ils ont repris la case présidentielle, mais ils vont redistribuer le pouvoir avec une nouvelle constitution qui donne réellement la possibilité au Parlement d'avoir de vraies prérogatives, qui donne la possibilité au gouvernement issu de la majorité parlementaire d'être un vrai gouvernement qui soit comptable devant l'Assemblée et qui donc, en gros, permettent la redistribution du pouvoir, ne pas contrôler le pouvoir avec le président de la République. En fait, non. Et la Constitution, elle a aggravé les traits de la Constitution de Bouteflika. Et donc, on a compris à ce moment-là, même pour ceux qui espéraient une redistribution, enfin, il y en a beaucoup qui ont été déçus de ce processus, qu'on était resté à l'identique dans l'ancien système. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Assemblée ne donne pas de pouvoir réellement aux députés et au gouvernement qui va en être issu. La preuve, c'est que le gouvernement n'est pas lié à l'Assemblée. C'était un gouvernement qui n'a pas besoin de cette majorité pour gouverner. Et a fortiori, si on descend un échelon en dessous, à l'échelon de l'APC, il n'y a aucune réforme. Il n'y a absolument rien, ni dans la Constitution, ni dans la loi, ni dans la trajectoire et la volonté politique du système, de redistribuer du pouvoir local. Mais Ihsan Qadhi, le FFS... C'est un non-événement. Le FFS avance l'argument que c'est le seul espace démocratique, quand il parle donc de ces élections APC-APUI. C'est un espace démocratique. Non, ce n'est pas un espace démocratique. C'est un espace où on peut éviter, en ayant une bonne mobilisation, éviter une trop grande fraude, et donc notamment en Kabylie, avec les militants que peut avoir le FFS localement, il peut effectivement s'assurer que s'il a tant de sièges et tant d'électeurs, il peut avoir tant de sièges et éviter une fraude qui est ce qui fait fuir les participants, au-delà de ceux qui sont proches des Hirak, dans les échelons supérieurs, notamment l'Assemblée nationale. Mais les prérogatives de l'Assemblée sont très faibles. Il n'y a pas eu de réforme. Les bons arguments, en fait, les bons arguments, ceux qui ont été évoqués par d'autres partis, c'est qu'on est dans un système où peut-être les derniers partis institutionnels qui sont l'héritage d'octobre 88 par leur légalisation, le FFS ne doit rien à octobre 88 en dehors de sa légalisation puisqu'il existait avant, mais ces partis-là, le RCD qui est né dans l'ouverture démocratique de 88 et d'autres, le PT et tout cela, le PST, ces partis-là risquent de ne plus pouvoir exercer légalement, parce que pour les prochaines échéances, si jamais le rapport de force change et que si jamais on a à nouveau la possibilité de participer de manière démocratique au jeu électoral, si on n'a pas participé à cette élection-là, on va repasser par une case. On ne sait pas quelles sont les barrières à l'entrée qui peuvent être mises, etc. Et donc je peux comprendre que pour ces raisons-là, pour des raisons organiques, etc., le FFS participe. Mais c'est pas vrai, il faut pas dire, les électeurs ne vont pas aller. Les électeurs ne vont pas aller. Il y aura pas beaucoup d'électeurs. Le boycott va fonctionner sans que, même en Kabylie. Il faut bien voir que quand il y a un mouvement révolutionnaire aussi important que le 22 février et que partout dans le monde, le même mouvement donne la naissance d'une nouvelle classe politique qui peut naître et recomposer l'ancienne. C'est pas faire injure aux partis qui existaient avant, mais ça donne lieu à des recompositions, à de grandes recompositions. Octobre 88 a donné naissance à des partis, à l'ouverture au pluralisme. Cette fois-ci, il ne s'est rien passé. Au contraire, on est en train de menacer l'UCP, le parti de mettre Zubida Assoul d'être dissous, le parti des socialistes travailleurs, on le menace de dissolution. On est dans un mouvement inversé. Et le RCD aussi a subi des pressions. Une procédure, pas encore en dissolution, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais il ne peut pas tenir ses activités normalement, c'est le cas de tout le monde d'ailleurs. Donc on ne peut pas. Il n'y a pas eu de recomposition de la classe politique, il n'y a pas eu de nouveaux partis qui sont nés, il n'y a pas eu de fusion, il ne s'est rien passé au niveau politique. Et dans un cadre, dans un contexte, dans une Algérie sous état de siège, je suis désolé, il ne peut pas y avoir d'espace démocratique local. Le FFS a envie de participer, qu'il participe, mais qu'il trouve d'autres arguments quand même. Très bien. Voilà. Quelle perspective, Ihsan Qadhi, très rapidement,
comment vous voyez la situation se développer chez nous, surtout que le régime insiste donc sur, si on peut dire, entre guillemets, sur sa feuille de route. Il n'y a pas eu de changement politique et les choses se compliquent parce qu'il y a une situation, il y a une réalité économique, sociale qui n'est pas facile à gérer. On l'a vu ces dernières semaines, mais aussi la rentrée sociale et scolaire qui est très proche. Est-ce que vous pensez que ce régime peut tenir encore le coup par cette politique du tout sécuritaire où tout peut se passer? Hier, on avait Karim Tabou avec nous. Il disait qu'il peut avoir un déclic et les choses peuvent changer. C'est bien, moi j'aimerais être optimiste comme les Karim, mais en fait il y a 3 scénarios possibles et pour le moment c'est le pire des scénarios, enfin le pire, on verra peut-être pourquoi c'est le pire selon moi. Pour moi il y a 3 scénarios. Il y a le scénario idéal, c'est celui qu'a peut-être évoqué Karim Tabou, c'est celui où l'armée comprend que ce n'est pas possible de continuer comme ça et fait une ouverture pour démocratiser la vie politique et la vie institutionnelle. Bien sûr que ce scénario peut encore intervenir à tout moment parce qu'il n'est pas tenable de continuer comme ça. Et il y a l'autre tentation qui est tout aussi forte, c'est l'exemple égyptien. C'est une répression forte autour d'un homme fort, avec un projet. Alors, ce scénario-là, on sent bien que l'armée, il y a des forces au sein de l'armée qui sont tentées de les mettre en place, c'est-à-dire de réprimer de manière beaucoup plus large et beaucoup plus violente toute expression populaire et d'instituer une autocratie brutale pour remettre en ordre, entre guillemets, un pays qui ne fonctionne plus. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que ce sont des choses qui ont été déjà tentées par le passé, mais aussi parce que c'est quelque chose qui nécessite un savoir-faire, qui nécessite un leadership et qui nécessite des soutiens internationaux. Ceci a obtenu tout cela autour de lui, avec les pays du Golfe notamment, mais aussi les pays occidentaux, avec un projet hyper libéral, avec l'adhésion d'une partie de la bourgeoisie égyptienne qui ne voulait pas des frères musulmans au gouvernement, etc. Et il a mis en place quelque chose qui est évidemment désastreux à moyen long terme pour le pays, mais qui a pu donner l'illusion du fonctionnement au départ. Chez nous, autour de la Madi Tebboune, ce n'est pas possible de mettre en place un scénario de ce type-là. Et donc, il reste la 3e option, qui est la pire, entre guillemets, pour moi, d'un certain point de vue. Pourquoi? Parce que c'est l'option d'une autocratie faible, molle, qui ne peut pas mettre en place un projet, qui ne peut pas faire d'ouverture parce qu'elle ne sait pas faire d'ouverture et elle a peur de l'ouverture démocratique parce que l'ouverture démocratique va changer le pays. Et donc, elle va rester entre deux. Et donc, on va continuer à s'enliser un peu à la manière du Venezuela dans la crise économique, dans l'incapacité de faire face aux besoins de la population. Et donc, peut-être que de tous les scénarios, c'est le pire parce que c'est celui qui va s'inscrire dans une longue durée. Parce que les 2 autres scénarios, ce sont des scénarios de rupture qui peuvent changer l'histoire. Évidemment, ma préférence va au scénario de l'ouverture démocratique, je n'ai pas besoin de le dire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous insinuer dans un chemin d'autocratie molle qui n'a pas de solution, qui n'a pas de projet, qui va dilapider les réserves de change et qui n'a pas de personnel politique civil pour continuer le système de l'armée qui se cache derrière, les politiques civils qui sont devant. Et donc on va s'enliser lentement. Le Venezuela, le scénario Venezuela est celui qui est le plus, qui nous guette le plus. C'est celui qui nous guette le plus, malheureusement. Yatik Sahih Hassan Al-Qadi. Yatik Sahih, merci à vous d'avoir participé dans cette émission. Hassan Al-Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M, qui était avec nous. Amin Mennadi, je vais revenir à vous. Je ne sais pas si Nabil Ismail est toujours avec nous. Amin Mennadi, en tant que jeune Algérien, vivant bien sûr au Canada, est-ce que vous avez entendu de Hassan Al-Qadi fait peur quand on entend des scénarios, bien sûr. On espère bien sûr d'avoir espoir pour notre pays, pour que les choses changent pour le bien. Mais comment vous voyez les choses, Amin Mennadi? Est-ce que vous avez de l'espoir que les choses vont changer? Ou là vous avez peur? Ou là vous avez...
Tout d'abord, je salue mon ami Ihsan pour toujours son opinion honnête et tranchante. Et malheureusement, c'est la réalité. Nous, on vit toujours dans l'espoir. Oui, ils ont réussi à faire en sorte qu'on quitte l'Algérie pour mettre à l'abri nos enfants, mais ils n'ont jamais réussi à faire quitter l'Algérie de nos cœurs. C'est sûr qu'on a tous l'espoir d'une Algérie meilleure où on pourrait rentrer sans avoir peur de se retrouver en prison, on pourrait rentrer sans avoir peur de ne pas trouver d'oxygène pour nos enfants, on pourrait dire notre opinion sans se retrouver comme notre frère Hassan Bourras qui est en prison, comme des dizaines et des dizaines d'autres Algériens qui sont aujourd'hui en prison pour avoir exprimé leurs avis. Et puis, ce qui est désolant, c'est que oui, le scénario vénézuélien, malheureusement, c'est le scénario qui est le plus probable vu le comportement actuel du régime. On le voit clairement qu'il n'y a aucune maîtrise ni des questions sociales, ni des questions économiques, ni des questions politiques. Parce que déjà, politiquement parlant, ils essayent de nous afficher un régime... Amin Menadi, je pense qu'on a... Voilà. تفضل سي أمين. Il y a eu une petite coupure. Ils essaient de nous faire comprendre qu'il y a quelque part un régime civil en Algérie, les institutions sont en place et tout, mais au quotidien, ce qu'on voit, c'est que, qu'on le veuille ou non, c'est un régime militaire qui est en place. On voit plus d'informations circuler quotidiennement sur les activités militaires dans le pays que dans des activités politiques ou sociales ou civiles, si on peut dire. Ce qui est quand même un peu particulier aussi dans la situation actuelle, c'est que on se retrouve avec des partis politiques qui veulent participer, alors que on a des dirigeants de partis politiques qui sont en prison pour leurs opinions. J'ai entendu tout à l'heure Matsmaël qui disait on aurait dû mettre des conditions à la participation du Des préalables. Yes. Et que dans ces conditions, soit stipulé clairement qu'on libère les détenus. On le sait clairement que le régime va libérer les détenus avant les élections pour montrer des détenus ou quelques détenus, ou si ce n'est pas la totalité, pour montrer genre patte blanche et puis dire ok on tend la main vers la société civile. On le sait très bien qu'à chaque fois qu'une date d'élection se rapproche, ils vont arrêter plus de gens pour les mettre dans la balance des discussions avec les différentes parties ou bien pour faire des coups des coups médiatiques. On le sait, mais tout ça, c'est un jeu dangereux parce que puis les pratiques de Tofir et compagnie dans les années 90 et début 2000 où ils nous montraient des terroristes entre guillemets si c'en était des terroristes à la télévision. Aujourd'hui, c'est la même chose. On nous montre des personnes qui viennent à la télé pour nous dire moi je préparais des attentats, je préparais des affaires, on achetait des armes, ce genre de choses. C'est les mêmes pratiques, mais ces pratiques-là, ce qui est dangereux, c'est que elles ne s'appliquent plus à la génération des années 2000. On est dans une autre dynamique. Déjà, de par le fait qu'on a les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les jeunes sont différents, sont ouverts sur le monde. Comme on dit l'arbia en algérien, c'est metakulch, la technique qu'ils utilisent actuellement, ça marche pas. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous démontrent qu'ils sont à court d'idées, qu'ils ne peuvent pas se régénérer. Ils affichent une forme de pouvoir civil et ils veulent nous faire comprendre à tous les jours que l'armée est bien gouvernée, il y a des bons généraux et tout ça, mais à chaque semaine on entend parler de généraux qui se font arrêter. Donc maintenant décidez-vous, est-ce que les généraux que vous avez pris la peine de mettre les gens en prison parce qu'ils criaient haut et fort qu'il y avait des généraux qui étaient véreux, des généraux qui dirigeaient le pays, est-ce qu'ils sont bons ou pas bons? Donc les mêmes généraux qui ont été critiqués sont en prison aujourd'hui, mais les personnes qui les ont critiquées sont aussi encore en prison. Donc ces personnes, si elles avaient raison, elles devraient être relâchées. Le pouvoir est acculé. Le pouvoir algérien est arrivé à pas une fin de cycle, mais à une fin de vie. Ils ont essayé de se recycler, et notamment avec, comme je le dis, moi je le dis clairement, si Tofir n'était pas là pendant une certaine période, moi je pense que les pratiques de Tofir n'ont jamais cessé. On le voit clairement. Et puis, la seule chose qui a changé aussi dans le traitement médiatique, c'est qu'avant, on avait le NTV, l'orpheline dans laquelle on voyait passer le message clair que les messages du régime, globalement.
Là, on a plusieurs télés. C'est que juste, on va dupliquer le message. Mais au final, la crise politique est encore là, elle perdure et elle s'envenime. La crise migratoire que Hassan a citée tout à l'heure, c'est effarant. On parle quotidiennement des personnes qui veulent quitter l'Algérie. C'est des dizaines et des dizaines de milliers. Des plus jeunes aux plus âgés. Et moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est que les personnes les plus enthousiastes, les personnes qui étaient les plus positives dans l'avenir que pouvait avoir le pays, aujourd'hui, elles disent que c'est fini, il est temps de partir. Et c'est malheureux parce qu'on ne peut pas tous partir de l'Algérie. On ne peut pas leur céder l'Algérie. Ils ne savent pas c'est quoi l'Algérie. Ils vivent dans leur tour d'ivoire et on le voit clairement. Ils organisent des élections. On pense et ce qu'a dit tout à l'heure Maître Ismaël, moi je pense que ça aurait été dit par quelqu'un du régime. Je l'aurais compris. Elle est avec nous, Amine Mennadi. Démocratique. En ce moment, c'est les APC et les APC. Non, Maître Nabila Ismail est avec nous, elle va clarifier ce que vous avez compris, Amine Mennadi. Maître Nabila Ismail, est-ce que vous êtes avec nous? Maître Nabila Ismail? Oui, je suis avec vous. Ok. Maître Nabila Ismail, donc si on revient un peu sur cette participation du FFS, vous avez parlé donc que la décision de participer était compréhensible, mais on aurait aimé voir des préalables avant qu'il y ait donc ce feu vert pour la participation du FFS. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc pour éclairer l'opinion publique par rapport à ça? Parce que beaucoup dans la base du FFS ne comprennent pas la participation du parti aux prochaines élections, alors qu'on sait très bien que la situation politique est très difficile, qu'il y a une vraie crise politique et que le Hirak est toujours là et que le peuple algérien demande un vrai changement politique. Alors, ce que je vais vous dire ne rentre pas dans du populisme, mais c'est uniquement une analyse claire, au risque de me faire taper sur les doigts parce que je suis actuellement militante et cadre du FFS. Donc, mon obligation, il y a une obligation de réserve à laquelle je suis soumise, mais si je dois être objective. Il n'est pas cohérent, et je l'assume entièrement. Je sais que je recevrai des foudres sur la tête, mais je ne peux pas ne pas être cohérente avec moi-même et avec les positions du FFS depuis le premier coup de force qui a commencé le 12-12. Parce que nous sommes dans l'agenda du pouvoir. Nous sommes dans l'agenda d'un pouvoir qui a fait un coup de force à une révolution pacifique, qui a imposé un agenda électoral, qui a imposé des élections anticipées, présidentielles anticipées, qui a imposé une élection législative anticipée et qui continue à imposer des élections locales. Donc il n'est pas normal que je sois contre les deux premières élections et que je rentre dans la troisième parce que il n'est pas normal globalement, si on regarde la chose de l'extérieur. Mais s'agissant de la nature de cette élection locale, j'ai commencé à vous dire tout à l'heure que les élections locales étaient un piège pour les partis politiques. C'est un piège d'existence parce que s'ils ne participent pas, ils risquent de disparaître. Parce que les élections locales, c'est les élections par lesquelles il y a une gestion locale, il y a une gestion participative. Bien que j'ai toujours été bien que j'ai été élu 2 fois à l'Assemblée populaire de Wilaya, mais j'ai toujours critiqué les textes, j'ai toujours critiqué la tutelle du Wali sur la POI et la tutelle du chef de Daïra sur les maires. Mais Nabila Ismail, Maître Nabila Ismail, je vais vous rendre la parole. Maître Nabila Ismail, votre argument quand vous dites que c'est un piège pour les partis politiques, et qu'il fallait sauver donc ces partis politiques. Mais l'argument aussi qui va être avancé par les Hirakistes, par les Algériens, qu'on est dans une dynamique qu'on veut sauver l'Algérie, pas les partis politiques. On est dans cette situation où il faut sauver l'Algérie parce que si ce régime continue à gérer l'Algérie de la même façon, les Algériens vous disent Rabbi Istar. C'est sauver les partis politiques pour peser sur l'échiquier politique. Pas
en quantité, c'est pour peser, mais sauver l'Algérie, c'est pour ça que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y a après ces élections? Est-ce qu'on a accepté de participer pour aller au-delà de ces élections et exiger une autre feuille de route que celle qui est imposée? Et c'est là qu'il y a le flou. Donc les partis qui ont décidé, bon, le FFS a décidé de participer. C'est une décision, elle est prise. Il ne peut pas faire marche arrière, même si les militants ne sont pas d'accord, même s'il y a une incompréhension générale, même s'il y a un rejet, même d'une partie de la base, il y a tout ça. C'est une réalité, tout le monde le sait. Ça s'est manifesté par les écrits des militants, ça s'est manifesté par des déclarations de sections qui ont rejeté. Parce que nous sommes dans la logique d'aller pour sauver l'Algérie. Maintenant, le FFS doit jouer un rôle politique, un rôle de sauveur du système. Nous devons sauver l'Algérie et pas le système. Mais laisser aussi les collectivités locales et ne pas avoir de représentants, ça peut avoir des répercussions parce qu'il y a un rôle, qu'on le veuille ou non, il y a un rôle que les élus peuvent jouer, d'autant plus qu'il y a un danger qui pèse sur la Kabylie. Maintenant, vous allez me parler du rôle de l'élu en Kabylie et son rôle à Alger, ce n'est pas du tout pareil. La Kabylie, elle est menacée, elle est sujette à cette menace qui s'appelle séparatiste. Donc, aller dans les institutions, c'est pour être dans l'État, c'est pour pérenniser l'État, mais pas le régime. Aller dans les élections, participer aux élections locales, c'est pour dire que nous ne sommes pas contre les institutions de l'État, mais nous sommes contre le régime. Mais c'est là qu'il y a la contradiction, parce que ces élections locales, elles ont été programmées et imposées par ce régime qui est rejeté. Donc le pouvoir a réussi à nous faire avaler une pilule qui ne passe pas, elle passe difficilement. La rue vous dit, on ne va pas aller aux élections. Mais aussi, on vous dit, si on ne part pas aux élections, ce sera la clientèle du pouvoir qui va prendre les collectivités locales. C'est pour ça que la rue est divisée. Donc le pouvoir a réussi à diviser l'opinion, à diviser, à faire diversion et à nous mener dans une querelle qui ne devait pas avoir lieu. Mais pas le parti politique. Le FFS a décidé de participer pour sauver la Kabylie. Un troisième boycott pourrait... Pour sauver la Kabylie de qui, Nabila Smaïl? Parce que... Moi, je le dis, c'est pour sauver la Kabylie des séparatistes. Oui, mais est-ce que vous pensez que la Kabylie est en danger par rapport à ce projet de séparatiste, alors qu'on sait très bien que le régime a utilisé cet épouvantail, Nabila Smaïl, le régime a utilisé l'épouvantail du terrorisme, l'épouvantail du séparatisme pour faire peur aux Algériens, et que c'est le régime lui-même qui a visé cette région, Nabila Smaïl. C'est lui qui a donc singularisé la région de la Kabylie. La Kabylie est restée fidèle au principe du Hirak, du changement, de l'unité. Je vous en prie, Nabila Smaïl. Le danger, c'est ce système. Le danger sur l'unité nationale et sur la stabilité du pays, c'est ce système. Je le dis, je l'assume et je m'affirme dans la proclamation du FFS de 63. Je me réaffirme, je me réapproprie tous les paragraphes de la proclamation du FFS du 29 septembre 63. Le seul danger sur la stabilité du pays, c'est ce régime qui continue à emprisonner, qui continue à gérer dans la folie. C'est dans la folie. Il y a une folie. Donc participer n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qui va se passer après cette participation. Est-ce que nous avons une feuille de route à imposer à ce régime? Est-ce que nous avons une alternative politique? Est-ce que nous pouvons, par cette participation, sauver l'Algérie? On ne va pas sauver l'Algérie par la participation. Très bien. On va peut-être sauver l'existence des partis. Parce que peut-être demain, le PT va se prononcer, le RCD va se prononcer, ils ne veulent pas perdre leur fief. C'est un argument. Ils ne veulent pas, parce que ce pouvoir est machiavélique, il est difficile, il est diabolique, il pourrait vous... Très bien. Restez avec nous, Nabila Smaïl. Restez avec nous. On a été rejoint par M. Ali Laskri, ex-coordinateur du FFS, qui est avec nous depuis Alger. C'est Ali Laskri, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi, Azoul Fillah. Bonsoir, Nassar, Azoul, Segourette Ouzda Ahmadan.
et les camarades, tous ceux qui sont en train qui sont sur le plateau, ceux qui sont en train d'intervenir, vous inviter et tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, Monsieur Ali El-Askeri. Ali El-Askeri, comment peut-on lire cette décision du FFS à participer donc aux prochaines élections locales? Est-ce que cette participation va légitimer ce pouvoir? Alors que vous êtes un hirakiste, Ali El-Askeri, vous avez demandé toujours cette rupture avec le pouvoir ou le régime. Votre lecture, Ali El-Askeri? Oui, je vais faire ma lecture, si c'est possible, peut-être je vais être un peu long, parce que il faut revenir vraiment, il faut être lucide, comme il dit aussi, il faut qu'il y ait le devoir de vérité aujourd'hui. Autrement, c'est vrai qu'il y a une révolution. Rien n'est comme avant. Rien n'est comme avant. Aujourd'hui, il y a une révolution populaire, pacifique, à caractère unitaire et national, où dans tout le pays, les Algériens, dans un sursaut d'unité, se sont soumis pour mettre fin, bien sûr, au 5e mandat, mais aussi pour mettre fin à un système de gouvernance qui est là depuis 1962. Et c'est un système de dictature autoritaire et totalitaire. Là, c'est très clair. Donc aujourd'hui, on veut un changement. Et le changement, c'est tout le peuple qui le demandait. Même si aujourd'hui, il y a une neutralisation, bien sûr, de beaucoup de partis politiques, où le multipartisme est remis en cause, d'organisations autonomes, soit syndicales, soit de la société civile, qu'aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas dans la dynamique politique, dans la dynamique sociale, mais la révolution, elle est là, elle peut revenir à tout moment. Par rapport au FFS, dont j'étais responsable, ça fait pas longtemps, ça fait une année. Je vais vous dire, je vais être très clair, le FFS est normalisé. Le FFS s'est normalisé depuis le 10 juillet 2020. Il faut être très clair. Pas avant. Depuis qu'il y a eu le congrès extraordinaire en plein pandémie sanitaire, sans conditions politiques ni statutaires. Et c'est le pouvoir qui l'a organisé parce qu'il ne donnait pas d'autorisation au FFS avant pendant la Révolution. Il leur a donné l'autorisation pour faire un congrès contrôlé par le pouvoir, un congrès de conformité, je le dis et je le répète. Pourquoi? Il y a eu un congrès de conformité. Et la direction, elle est issue du congrès de conformité. Mais Ali El-Askeri, je vais vous laisser la parole. Ali El-Askeri, le FFS, donc, il n'a pas participé aux élections législatives. Le FFS aujourd'hui, il est normalisé, s'il vous plaît. Hier, sur Canal Algérie, il y avait un membre du Conseil national. Avant-hier, il y avait un membre du Conseil national. Qu'est-ce qu'il disait? Il faisait l'éloge de la feuille de route du régime. Il faisait l'éloge de la Constitution. Il citait l'article 12 de la nouvelle Constitution qui donne, c'est-à-dire les prérogatives aux élus et aussi c'est-à-dire qui permet la gestion participative et qui permet la décentralisation. C'est pas grave. C'est-à-dire que c'est la remise en cause totale de la feuille de route qui a été menée et les revendications de la Révolution. Et ils sont inscrits totalement dans la feuille de route du régime. Et par un conseil national, je dis bien un conseil national extraordinaire, par une direction illégitime qui l'a convoqué, où il y avait des exclus qui ont préparé le congrès, qui ont préparé ce conseil national, il y a des exclus par le parti, par la commission de médiation, règlement des conflits statutaires, ils ont fait un coup de force et aujourd'hui ils sont au service du régime. Je voudrais bien que le débat soit très clair, parce qu'aujourd'hui, on parle du FFS comme si c'était un FFS normal. Alors qu'il n'y a pas de FFS qui était normal. Beaucoup aujourd'hui sont sous pression. Oui, mais Ali El-Askeri, les arguments du FFS... Je vais vous laisser la parole. Les arguments du FFS, Ali El-Askeri, vous êtes en train d'accuser donc la direction du FFS et vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de dire. Les arguments du FFS pour la participation... Totalement, je le dis tout le temps. Ils disent que le seul espace démocratique qui existe en Algérie, c'est donc ces élections qui concernent les APC et les API, et qu'il fallait empêcher les clientèles des pouvoirs et les affairistes de torpiller ce seul espace démocratique.
est-ce que ce n'est pas un argument qui est valable à Ali Askari? Non, je viens de revenir. Je l'ai dit, c'est pas que moi. Parce qu'il y a Hamardé, en Algérie, il dit aucun chef régime, c'est clair. Donc, à un moment, effectivement, il y a eu des situations où il a peut-être faire participer. Mais aujourd'hui, ça a totalement changé. Est-ce qu'il y a eu une révolution en Algérie depuis le 7 et le 22 février? Aujourd'hui, le problème qui se pose pour nous, le FFS est en déstructuration totale. Ceux qui sont venus, ils ont déstructuré le FFS. Comment ils vont aller aux élections? Tous ces locaux sont fermés. Ces sections, ces fédérations, aucun débat politique. Ils sont dans l'immobilisme politique et le vide politique. Aucun débat sur la situation économique, sociale, culturelle, sécuritaire en Algérie. Ils sont... Comment ils vont affronter ces élections? Ils sont coupés de leur base militante. Ces gens-là qui sont illégitimes, qui sont rejetés. Ils ont un conseil national vidé de ces membres du conseil national légitime. Ils n'ont pas convoqué les membres du conseil national. Ils ont ramené des gens qui ne sont pas membres du conseil national. Cette fois-ci, ils ont fait un conseil extraordinaire et strictement pas ordinaire. Et c'est l'ordinaire qui doit prendre des décisions. Donc cette décision est nulle et non à venir. Par rapport au FFS, je m'exprime par rapport au FFS. Il n'y a aucun quorum. Il n'y a aucun quorum. Vous voyez déjà le débat ou comment on l'a brisé au niveau du FFS. Restez avec nous, Ali Askari. On va donner la parole à... Je continue, Nassar, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Toute décision aujourd'hui demande concertation de tous ceux qui portent la révolution. Je viens de toute décision aujourd'hui par rapport à cette situation demande concertation de tous ceux qui portent la révolution. Au lieu de se précipiter à prendre des décisions. Au lieu de se précipiter à prendre des décisions de participation. Au lieu de demander des préalables. Demander des préalables actes. Mais toutes les conditions sont pas réunies. Toutes les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour faire une élection en Algérie. Comme ça n'a jamais été. Aujourd'hui, on a des camarades qui sont en prison. Il y a encore des arrestations arbitraires. Aucune condition ne réunit politique, économique, sociale et sécuritaire. Mais ça doit être là, même au sein du Magharbia. Donc, surtout la politique sécuritaire. Donc, il y a la fermeture du champ politique, d'organisation. Si on ne donne pas d'autorisation à celui qui n'est pas d'accord avec le régime. Les libertés d'expression sont fermées. Très bien. Nabil Esmaïl, s'il vous plaît, restez avec nous, Ali Askari. Nabil Esmaïl, est-ce que vous êtes avec nous, Nabil Esmaïl? Oui, Nassar. Oui, je suis avec vous. Le son est meilleur. Restez, je pense, dans cette... Nabil Esmaïl, vous avez entendu Ali Askari. Quelle est votre réaction? Je salue Ahmed Ali parce que c'est un militant convaincu, c'est un militant de la première heure. Je le salue, ça fait très longtemps que je l'ai vu, j'espère qu'il va mieux parce qu'il était un petit peu malade. Moi je dirais simplement que les arguments qui ont été avancés ne sont pas des arguments qui vont convaincre. Parce qu'il est vrai qu'il y a en théorie et en pratique. La théorie veut que la participation va permettre de ne pas laisser l'espace le plus direct pour la gestion locale. Mais en pratique, il y a une révolution, il y a une conjoncture, il y a une rue qui est en colère, il y a des arrestations, il y a une Kabylie qui est en deuil, il y a une Kabylie qui a été incendiée, brûlée et qui a été frappée au plein cœur. Et c'est cette Kabylie qu'on est en train d'utiliser pour justifier une participation. Or, la Kabylie a été punie pour avoir été le bastion de la résistance politique et pour avoir continué le Hirak après que les marches ont été interdites dans les autres wilayas. Donc ça, tout le monde l'a compris. Maintenant, le code électoral qui a été fait par le pouvoir, est-ce qu'il va permettre au parti, au FFS qui a décidé de participer, est-ce qu'il va lui permettre de présenter des listes dans la moitié, dans les 58 wilayas ou la moitié des 58 wilayas? Moi, cette participation, c'est une participation qui n'est pas tactique.
c'est une participation qui n'a pas eu de contrepartie. Parce qu'une participation qui est prononcée par un parti comme le FFS doit garantir une contrepartie. Et cette contrepartie, c'était le préalable qu'il fallait imposer. C'était d'abord commencer par libérer. Vous savez que le FFS a des maires qui sont en prison. Abdel Atel, le maire FFS, est en prison. Et je ne vois pas comment on va présenter une liste à Abdel Atel alors que le maire, il est en prison. Donc, il y a beaucoup de maires à Tizi qui sont poursuivis juste après la fin de leur mandat. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le problème est beaucoup plus complexe qu'une participation, une non-participation. Très bien. Parce qu'il y a une volonté du pouvoir, excusez, je vais terminer, une volonté du pouvoir d'assujettir tous les partis politiques, et à commencer par les partis d'opposition. Maintenant, il y a une révolution, il y a des détenus, il y a une répression. Quelles sont les conditions pour aller vers une élection libre, indépendante et transparente? Très bien. Restez avec nous, Nabil Esmaïl. Restez avec nous. Amin Mennadi, je reviens à vous. Quand on parle de rupture, de crise de confiance, de rupture avec le pouvoir et peuple, est-ce qu'on peut dire la même chose sur son élite aussi, ou aussi ces partis politiques, entre guillemets, d'opposition? Avec tout le respect que j'ai pour beaucoup de personnes qui se trouvent dans différents partis politiques, moi, je reste un convaincu qu'il faut rompre avec toute l'ancienne classe politique. Il faut refonder une nouvelle scène politique. Puis, sincèrement, je me demande comment on peut se considérer comme étant révolutionnaire ou hirakiste, comme le terme qui est utilisé. Que moi, je pense que c'est être vraiment révolutionnaire. Et puis dire qu'il y a une contrepartie pour participer avec le pouvoir et tout ça. Sincèrement, les mots de Maître Ismaël m'étonnent beaucoup parce que j'apprécie tellement la militante et l'avocate qu'elle est. Ça m'étonne vraiment de dire qu'on doit avoir une contrepartie. Parce que avoir une contrepartie, c'est dire, OK, je joue le jeu politique du pouvoir. Ça n'a pas une autre explication. On ne peut pas l'expliquer autrement que dire moi je joue le jeu du معلش Amin, معلش, on va revenir à Nabil Esmaïl. Nabil Esmaïl. Nabil Esmaïl. Oui. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit notre invité Amin Mennadi? En politique, il n'y a pas de pouvoir définitif. En politique, on doit absolument mettre les conditions pour sauver les institutions et sauver l'État. Il est question de sauver l'État. Vous allez me dire qu'on ne peut pas sauver l'État par une élection locale, mais je vais vous dire que rejeter les institutions de l'État peut aussi constituer une menace sur la stabilité de l'État. Très bien. On va redonner la parole à Amin Mennadi. معلش Nabila. Amin Mennadi, تفضل. Sincèrement, ça devient de plus en plus compliqué pour la tête du chauve que je suis, parce que de dire que rejeter des institutions de l'État, parce que là on parle d'une élection locale, précise bien l'élection locale. D'abord, dans les arguments qui sont avancés par nos amis du FFS, c'est que non seulement c'est une élection locale qui est importante, mais en plus ils disent qu'ils participent à cette élection locale parce que, justement, dans les localités d'une certaine région, c'est important qu'ils soient présents. Donc, on est en train de conditionner toute la participation d'un parti politique, entre guillemets, encore une fois, le plus vieux parti politique d'opposition du pays, en disant, OK, on va participer aux élections parce que, justement, on doit être présent dans une certaine région. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut contrer le MAC en étant présent dans ces localités-là? L'image du parti, ça aurait été plus facile de dire aux militants, vous pouvez vous présenter à titre individuel, mais ne dites pas que vous faites partie du FFS. Le FFS doit tenir sa ligne de conduite et se tenir aux côtés du peuple algérien qui réclame un changement réel et non pas un changement de façade. Et puis, je tiens à le préciser encore une fois, c'est que le MAC ou le séparatisme ne peut pas être combattu par un parti politique. Le MAC et les séparatistes se nourrissent du régime et le régime les nourrit parce qu'il a besoin d'eux. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas se mentir avec ça.
Puis je finirai juste avec un petit point par rapport justement aux élections locales. Les élections locales, l'Algérien ne vote aux élections locales ni d'un point de vue partisan, ni d'un point de vue idéologique. Pas parce qu'il tient à un parti politique les élections locales, on le sait très bien que c'est les amis, la famille, les proches qui votent. Puis parfois un petit billet glissé à gauche à droite qui permet de voter ou une promesse de lot de terrain ou d'appartement. Très bien. Nabil Esmaïl, Ali Laskri, très rapidement, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, le mot de la fin. Face à ces échecs accumulés par le pouvoir ou le régime, est-ce que vous pensez que le Hirak, de l'autre côté, aura cette opportunité donc, de repartir encore une fois en force? Écoutez, je peux intervenir, Nassar? Allez-y, monsieur Laskri. Je vais dire un mot tout de suite là. Il ne faut pas que ces élections divisent surtout les révolutionnaires, ceux qui sont engagés dans la révolution du 22 février. Quelles que soient les situations, quels que soient ceux qui vont participer, quels que soient ceux qui vont boycotter. Parce qu'aujourd'hui, le régime est dans la division des Algériens pour réunir. Maintenant, il y a les avis de chacun, il y a les positions de chacun. Moi, je rejette ces élections, surtout après la révolution du 22 février. On ne peut pas me donner un argument de participation. C'est autrement, on est à côté. Mais je respecterai ceux qui vont y aller. Pourquoi? C'est pour qu'il n'y ait pas la division des Algériens. Surtout ceux qui ont porté la révolution et qui vont la porter encore. Parce qu'il y a ceux qui sont en prison. Et elle m'a complété. Nabila, par rapport aux incendies, jusqu'à maintenant, et il faut qu'il y ait justice et vérité sur les victimes humaines. On ne peut pas se taire. Et surtout, ceux qui sont dans les questions des droits de l'homme, soit en Algérie ou là au niveau international, il n'est pas question de se taire. Et c'est pas dans cette situation-là, où il y a eu des victimes par rapport à l'oxygène, et aussi la situation dramatique que vivent les Algériens aujourd'hui par rapport au pouvoir d'achat et l'inflation qu'il y a, et le chômage et la haraga. Et beaucoup d'arrestations encore. Donc sur ce point-là, on doit solidariser. On doit être encore ensemble. On doit se battre pour le changement radical de ce régime. Il faut garder l'espoir. Mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, il faut la concertation. On était dans le pacte. Il y a aussi ceux qui étaient dans la révolution. On se rencontrait. Donc tous comme on est, soit dans la diaspora ou là ici, on doit continuer le combat. Merci à vous, Ali Laskri. Merci à vous, Yatik Saha. Nabil Esmaïl, très rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps. On doit continuer le combat, nous dit M. Ali Laskri. Alors, rapidement, pour rassurer votre invité du Canada, moi, je suis dans la révolution. Je suis sur le terrain. Je suis militante du FFS de 63, du FFS pour lequel mon père a été emprisonné. Il a passé 7 mois à Lambèze sous la torture des services de Bendine et de Bendela. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir sur ça, mais il y a une réalité qu'il ne faut pas ignorer. C'est bien beau d'être en théorie, mais en pratique, la révolution continue. Moi, et j'assume entièrement, je rejette toute la feuille de route de ce régime, parce qu'elle est illégitime. C'est un régime illégitime. C'est un régime qui s'est bâti sur une révolution pacifique et sur les libertés de ces jeunes qui croupissent en prison. On ne peut pas provoquer un changement à partir d'une localité ou d'une élection locale. Mais je respecte la décision de participer, qu'elle émane de n'importe quel parti. Et je respecte ceux qui vont y aller, sans pour autant ignorer la révolution, sans pour autant ignorer cette période de transition qui va sauver l'Algérie, sans pour autant ignorer la nécessité de plaider les libertés, de plaider les acquis de 88, Merci. de plaider le multipartisme, de plaider pour les libertés et d'exiger la libération des détenus et l'ouverture du champ politique. L'un n'empêche pas l'autre, bien que je sois contre cette élection, je suis contre cette décision. Mais par militantisme, j'appartiens encore à ce parti, je donne des arguments qui peut-être ne m'ont pas convaincu moi-même, mais je m'inscris dans la révolution. Merci Nabil Esmaïl. Yatik Saha, c'est très clair. Amin Mennadi, très rapidement.
Le mot de la fin, tfadal. Je tiens juste à préciser à Maître Ismaël que personne ne peut mettre en doute ni son engagement, ni tout le travail qu'elle fait sur le terrain. Encore loin de ça. Je parle juste des arguments. Et puis elle a bien résumé en disant que même elle pouvait ne pas être convaincue par ses propres arguments. Et puis ce que dit Sir Askari, c'était très intéressant parce que oui. Effectivement, je parlais au tout début de l'émission, j'ai parlé du calendrier du régime avec ces élections qui viennent de temps à autre. Le régime est en train de créer des événements qui font qu'on va avoir des divergences au sein de cette révolution et qui lui ont permis justement de partitionner de plus en plus cette révolution. À chaque événement, on va avoir des désaccords, certains vont quitter, certains vont... Faut pas qu'on s'en veuille, c'est sûr qu'on va avoir des avis divergents et dans toute révolution, il faut justement travailler sur soi-même et sur l'ego des uns et des autres pour pouvoir travailler ensemble et réussir cette révolution parce que si on réussit pas la révolution pacifique, c'est malheureusement la porte ouverte à la violence et malheureusement c'est le scénario vénézuélien comme on disait au tout début. Merci, Amin Mennadi. Merci à vous. Amin Mennadi, activiste politique qui a été avec nous depuis le Canada. Merci à vous. On remercie aussi Maître Nabila Smaïl, avocate membre du Conseil national du FFS qui a été avec nous. Merci aussi à Hassan Qadi, directeur de Maghreb Émergent et Radio M. Merci aussi à M. Ali El-Askari, ex-coordinateur du FFS qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.